Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, on a repris nos places. On a repris nos places après cet été. On espère d'ailleurs que vous avez passé un bel été. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois qu'on n'a pas fait de débrief. Le dernier, c'était après cette formidable victoire aux élections législatives du nouveau Front Populaire. Et oui, et après on a continué un peu, exactement. Jusqu'à notre départ en vacances. Et alors, force est de constater que pendant le mois d'août, parce que là on est le dernier jour d'août, il ne s'est pas passé en vérité grand-chose au niveau des dynamiques qui avaient été celles du mois de juillet au sortir des élections législatives. Je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas... Pour Matignon, c'est le nom de Lucie Castet. Mais Macron a dit niet. Il a dit niet dès le jour de la proposition par le nouveau Front Populaire, et puis il a continué de dire niet pendant tout le mois d'août, et encore très récemment. Il y a eu des petites évolutions. Alors au début, c'était le problème, c'est les d'abord le problème, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Ils n'ont pas de majorité. Ils ne sont que 180 et des brouettes députés, et donc ils ne sont pas 289. Ensuite, c'est non, mais il y a les insoumis. Les insoumis, c'est vraiment pas possible. Et puis Jean-Luc Mélenchon a dit pas les insoumis. Il y aura un soutien sans participation, et puis blablabla. Et puis Macron a fait en fait, par la voix de Gabriel Attal et de Laurent Wauquiez, a fait savoir que le problème, en fait, c'était pas que les insoumis, c'était le programme du nouveau Front Populaire. Et là, on est toujours dans la recherche d'un premier ou d'une première ministre. A priori, ça devrait tomber ce week-end, d'après les gens bien informés. On ne sait pas trop sur qui, je sais pas, genre Cazeneuve, Ségolène Royal maintenant est candidate, le maire de Saint-Ouen, elle est disponible. Voilà. Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen. Bref, c'est en train de se cristalliser quand même autour de ce qu'on appelle le centre-gauche, pour essayer de trouver une majorité. Voilà, enfin une majorité, je pense qu'ils ne trouveront pas de majorité, mais en tout cas, un truc qui satisfasse Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui décide. Donc ça, c'est quand même aussi la grande nouveauté de cet épisode, on va dire, politique, c'est que c'est en fait Macron qui choisit le Premier ministre. Enfin, je veux dire, alors, on savait qu'il le nommait, ça, statutairement, constitutionnellement, c'est au président de la République de nommer le premier ou la première ministre, mais on ne savait pas que c'était à lui de décider en fait qui c'était, un peu comme ça, au gré de ses consultations. Ce dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait avec le nouveau Front Populaire, cette désignation de Lucie Castet. Qu'est-ce que ça dit au fond de l'état de notre gauche? Est-ce que ça dit, je te pose la question, Catherine, est-ce que ça dit que c'est super, la gauche est unie, puisqu'elle a réussi à se mettre d'accord sur un nom? Ça, c'est une... Voilà. Ou est-ce que ça dit au contraire, c'est un peu un problème quand même que la politique, telle qu'elle est envisagée par les partis politiques, ne se fasse que justement autour de ces partis politiques. C'est-à-dire, en gros, vous avez quelques chefs à plumes qui se réunissent dans un bureau et qui choisissent Lucie Castet, et puis voilà, et maintenant, on ne parle que de ça depuis un mois et demi à gauche, et dans une certaine mesure, on n'arrive pas à sortir d'autres éléments de langage, puisque ce sont des éléments de langage. Lucie Castet, Premier ministre, Lucie Castet, Première ministre, Lucie Castet, Première ministre. Voilà. Bon, d'abord, les choses ne s'opposent pas. Que la gauche réussisse à s'unir et à maintenir son unité, c'est quand même pas rien, ce que je trouve, parce que la pression, elle est quand même maximale, et elle a même été, enfin, on peut même penser que la dissolution avait comme objectif de faire péter ce qui s'appelait la NUPES alors et qui est devenu le nouveau Front Populaire après, c'est-à-dire de disjoindre les éléments, enfin, en tout cas, de
traduire dans un isolement politique, je pense, moi, une certaine cornérisation de la France insoumise qui s'est installée ces derniers mois. On ne peut pas dire des années, parce qu'en fait, ça nous paraît une éternité, mais 2022, c'est quand même il y a 2 ans, Jean-Luc Mélenchon, vraiment super Jean-Luc, quoi, qui réussit ses 22% et qui est la personnalité de gauche qui s'impose et qui rassemble. Les 2 ans qui se sont écrits entre 2022 et 2024 ont un peu perturbé cette image-là d'alternative et de rassemblement, et la France insoumise se retrouve de plus en plus mise à mal dans, je dirais, l'opinion publique d'une façon générale, et avec des relations qui deviennent très compliquées avec ses partenaires de gauche. Voilà. Mais malgré cela, donc, Macron pensait qu'il allait pouvoir faire péter l'alliance. Bon, il a été surpris et il a continué après en expliquant qu'il ne fallait pas de ministre insoumis, en espérant sans doute que cette demande allait aboutir, et elle ne l'a pas, ça n'a pas été le cas. Donc la gauche unie, ça reste une réalité qui est une réalité, à mon avis, à la fois de réalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution dans une tripartition pour une gauche désunie, et puis c'est aussi une exigence de la base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, le premier qui s'en va portera le mistigris devant les autres. C'est pour ça que, à mon avis, Olivier Faure, qui se trouve très contesté dans son parti, a quand même un argument massif vis-à-vis de ses militants, c'est que les électeurs socialistes, de gauche, etc., peut-être discutent le rapport avec la France insoumise, mais pas au point de remettre en cause le nouveau Front populaire. D'ailleurs, il a été largement validé dans les élections. Donc, la gauche est unie par réalisme et par exigence, notamment de la base. 2, c'est vrai qu'il y a une espèce de contraste sidérant entre l'élan qu'il y a eu pendant tout le mois de juin pour bloquer l'extrême droite, mais qui s'est traduit par de la remobilisation politique de l'électorat de gauche. C'est vrai que le point d'accord, c'était moins le programme du nouveau Front populaire, qui certes allait bien, mais qu'on ne veut pas de l'extrême droite. Mais ceci étant, à la faveur de cela, les gens se sont remis à s'engager, ont fait des réunions, distribué des tracts, parlé à leurs collègues, pris des initiatives diverses et variées, et d'un seul coup, ça s'est arrêté. Et ça s'est vraiment... il y a eu ces 3 semaines... On peut se dire, à l'aune de l'histoire, c'est pas beaucoup 3 semaines, sauf que ces 3 semaines où ce que tu as appelé les chefs à plumes et que je dirais les dirigeants des partis se sont enfermés dans une salle pour essayer de se mettre d'accord sur un nom, le problème c'est qu'ils n'ont fait que ça. C'est-à-dire qu'ils se sont enfermés dans leur salle et ils ont oublié le reste du monde. La seule chose qui comptait, c'était le conclave vaticanesque. Est-ce que la fumée va sortir? Et nous étions tous là à attendre que la fumée sorte. Alors, les premiers jours, bon, voilà, pas de problème, puis tout le monde était content. Puis après, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, c'est pas simplement que c'était long, c'est que du coup, pendant ce temps-là, il ne se passait rien d'autre. Notre élan a été coupé. L'élan s'est arrêté. Et en fait, du coup, tout le monde s'est dit « Ah super !» Il y a Joly qui nous a fait une chouette cérémonie d'ouverture des JO et tout le monde est reparti sur les JO parce que, au fond, nous n'avions rien d'autre à faire que nous enthousiasmer pour une image de la France qui était assez loin de celle dominée par le Rassemblement national. Mais on était autant spectateurs de la cérémonie des JO que du nouveau Front populaire. Et ça, c'est quand même un vrai souci parce que la gauche n'est quand même pas en super forme, même si le nouveau Front populaire a été une divine surprise, et dans son existence et dans ses résultats. Elle ne fait que, malgré tout, 28% des voix. Elle a 193 députés, et puis on en parlera peut-être par ailleurs, mais elle n'est pas hyper solide sur le plan culturel et idéologique. Il y a des sujets sur lesquels ça va bien, puis il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels c'est quand même un peu brinque-ballant, et il faut que la gauche
solidifie ses thèmes et ses propositions. Moi, j'aimerais juste faire un petit retour en arrière en 1936, donc la période du premier Front populaire. En 1936, lorsque la gauche, en gros, réussit à se réunir et gagne des élections sur le fond d'un mouvement social très puissant qui avait commencé avant, mais qui surtout, et c'est ça qui est intéressant, s'est mis en place après la victoire du nouveau Front populaire, où, je le rappelle, Blum a constitué un gouvernement dans lequel Thorez et le Parti communiste n'a pas participé. Soutien sans participation. Soutien sans participation. Ce qui était, on l'a lu, enfin c'est dans les carnets de Thorez, plus le souhait de Moscou que son souhait personnel, mais enfin ça a été un soutien sans participation. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après cette victoire, en fait, s'est mis en place un mouvement social qui a permis au gouvernement de Léon Blum de porter, et à l'Assemblée nationale nouvellement élue, de porter des propositions, notamment la proposition de congés payés, de 2 semaines de congés payés obligatoires, alors même qu'elle n'était pas dans le programme du nouveau Front populaire. C'est-à-dire que la mesure la plus emblématique, enfin une des mesures les plus emblématiques de ce moment politique, c'est quelque chose qui n'était pas dans le programme et qui a été porté par une gauche qui était une gauche hors parlementaire, hors parti politique, c'était le mouvement social qui l'a porté. Et je terminerai sur le fait que, parce que c'est très intéressant, cette loi qui impose des 2 semaines de congés payés à tous les salariés, elle a été votée à l'unanimité de l'Assemblée des députés, -1. Il y en a un qui n'a pas voté, qui a voté contre. Mais à l'unanimité votée. Ça veut dire que la droite, à ce moment-là, parce qu'elle a constaté qu'il y avait un mouvement social puissant qui demandait l'instauration de congés payés, a voté aussi pour ces congés payés. Donc voilà, c'est des enseignements. Je ne dis pas toutes choses sont égales par ailleurs, etc. Enfin, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il existait en fait une gauche qui était en dehors des partis politiques, et surtout, les partis politiques savaient qu'elle existait. Et donc, il y avait un rapport de résonance enfin, j'allais dire d'exploitation, mais en gros, ils s'entraidaient, en fait. Il y avait une entraide, il y avait une dynamique, en fait, qui était créée, et il est chose certaine que Blum et Thorez savaient très bien que seuls, ils n'étaient pas capables, enfin seuls, c'est-à-dire en tant que parti, et même si à cette époque-là, quand même, les partis étaient un peu plus fouleux, un peu plus nombreux, il y avait plus de militants et de militantes qu'aujourd'hui, mais ils savaient qu'ils avaient besoin du mouvement social pour porter leurs mesures progressistes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été un peu oublié aujourd'hui. Mais en même temps, je ne suis pas sûre que c'était si oublié que ça, parce qu'en fait, au fond, c'est ça qui justifie la stratégie proposée par le nouveau Front populaire, qui était de dire on va trouver des majorités à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont dit il y a des propositions dans notre programme qui ont l'assentiment de la population au point que les autres groupes parlementaires ne pourront pas voter contre. Un petit peu comme ce que tu viens de raconter sur... Ben si, l'assentiment, oui, mais dire il y a l'assentiment de la population, parce qu'on l'a lu dans les sondages, et dire il y a un mouvement social constitué et organisé qui porte des propositions, c'est pas exactement la même chose. Oui, alors moi je sais pas exactement en 1936 quelles étaient les relations et comment ça s'est enclenché, cette affaire des congés payés. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'idée, par exemple, qu'il faut revenir sur la réforme des retraites, d'ailleurs, reste une idée, je pense, sur laquelle tout le monde est en train de converger. Ça ne dit pas ce que l'on va faire, ça ne dit pas ce qui va advenir, mais c'est certain que la réforme des retraites, qui a été non pas votée mais imposée, parce que j'ai entendu ce matin sur France Inter Dominique Seux dire la réforme qui a été votée, non, justement, ça fait partie du problème, c'est qu'elle ne l'a pas été. Et que donc tout le monde va converger vers une reprise de cette réforme. Alors maintenant, la question va être comment, évidemment, vers un abaissement de l'âge de départ possible à la retraite, dans quelles conditions, etc., etc. Tout ça reste à définir. Mais je pense que ça, si tu veux, il y a l'idée que ce mouvement social qui a eu lieu sur la réforme des retraites continue d'avoir son onde
tu vois, de percuter l'espace politique. Je ne suis pas certaine qu'il y en ait tant que ça, en fait, de thématiques aussi centrales, même celle de l'augmentation du SMIC à 1600. Je pense que la question de l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat est une question qui préoccupe et qui fait consensus. La manière d'atteindre cela n'est pas complètement stabilisée au point qu'on puisse avoir un mouvement social qui le défende. C'est-à-dire que cette inquiétude de la faisabilité d'une telle mesure fait qu'elle elle mobilisera pas forcément. Et d'ailleurs, je ne sais pas quelle serait la mesure, en fait, qui mobiliserait. Et d'ailleurs, ça fait partie un peu du problème, c'est que le 7 septembre, il y a cette manifestation pour que Emmanuel Macron nomme Lucie Castet à l'initiative des organisations de jeunesse, mais en vérité à l'initiative de la France Insoumise. C'est quand même un espèce de truc qui revient un peu en boucle. Hein. Les organisations de jeunesse qui sont proches de la France Insoumise prennent une initiative et la France Insoumise fait mine de les rallier alors qu'en fait elle les a initiés. Enfin, elle a incité, elle les a. C'est une bonne guerre, quoi. Enfin, c'est pas de bonne guerre, c'est une ficelle. C'est une ficelle pour moi. Mais en tout cas, bref, il y a cette initiative qui est prise par la France Insoumise et à laquelle se rallient beaucoup de personnalités ou d'organisations politiques. Mais ça reste campé sur la question strictement institutionnelle et le contenu de qu'est-ce que l'on veut, pourquoi on veut Lucie Castet. C'est moins présent, à mon avis, dans ce que j'entends un peu, sauf des choses un peu générales, quoi. On veut défendre les services publics, on refuse la suppression de milliards dans le budget de l'État qui serait pris sur les services publics, on veut plus de justice fiscale. Il y a des grandes généralités comme ça qui reviennent. Mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais à la télévision et je défendais l'idée, en fait, de cette mobilisation le 7 septembre sur la base de, précisément, c'est ce mouvement social, en fait, qui va porter aussi, ou qui doit porter aussi le nouveau Front populaire. Et en fait, j'y crois pas trop. En fait, c'est une vraie question de savoir est-ce que cette mobilisation du 7 septembre, on l'a fait rentrer, en fait, dans le mouvement social, dans la mesure où, pour l'instant, les syndicats ils n'y sont pas. Non, et en fait, il va y avoir, ça va être organisé, du coup, par des militants politiques et des militantes politiques, et grand bien leur en face, et c'est très bien, et je pense qu'il faut y aller à cette mobilisation. Mais par contre, c'est pas le mouvement social. Le mouvement social, elle, organise sa manifestation, sa mobilisation le 1er octobre. Et comme tu l'as parfaitement rappelé, mais je le surligne au cas où vous n'auriez pas bien compris, mais le mot d'ordre, pour le coup, qui est donné par les organisations de jeunesse et que je suis allé regarder, c'est vraiment Lucie Castet à Matignon. Et que précisément la nature de ce mot d'ordre empêche les organisations syndicales d'y participer. Les organisations syndicales pourraient venir sur le mot d'ordre, comme tu l'as dit, le SMIC à 1600, l'ISF climatique ou l'abrogation de la réforme des retraites. Ça, c'est des choses sur lesquelles ils pourraient se mobiliser. Et sur lesquelles ils se mobiliseront à la fin septembre. Même si les organisations syndicales avaient dit qu'il faut voter Nouveau Front Populaire, enfin toutes sauf la CFDT, mais bon, en vérité, elle avait été un peu sibylline, enfin genre un peu... Mais en vérité, voilà, ils avaient tous plus ou moins appelé à voter pour le Nouveau Front Populaire. Mais là, Lucie Castet à l'Élysée, comme tu dis, c'est vraiment trop institutionnel pour que genre ils puissent y participer. Néanmoins, pour revenir à Lucie Castet et à cette question de Matignon, c'est vrai que la posture en fait d'Emmanuel Macron de ne pas vouloir nommer la proposition, la personne issue des délibérations de la première force politique à l'Assemblée nationale pose question. Et la stratégie de dire on ne va parler que de ça et c'est un préalable. La question de Lucie Castet à Matignon est un préalable en fait à tout le reste, permet aussi de continuer à mettre la pression sur Emmanuel Macron pour qu'il nomme Lucie Castet. Parce que si jamais, en fait, tu commences à parler d'autre chose, alors, tu vois, Emmanuel Macron pourrait se dire, bon, Lucie Castet, c'est bon, genre, ils ont avalé la pilule et ils sont passés à autre chose, maintenant, on va aller négocier sur de combien j'augmente le SMIC. Et tiens, je vais leur faire un cadeau, on va nommer Xavier Bertrand, puis il va mettre le SMIC à 1500, tu vois. Et, or, non, ce que veut parce que, en fait,
continuer en fait de parler systématiquement de Lucie Castet, ça permet aussi au nouveau Front populaire d'asseoir l'histoire selon laquelle c'est le nouveau Front populaire qui a gagné les élections en juillet dernier, les élections législatives. Si tu lâches sur Lucie Castet, si tu lâches sur le fait que l'ordre populaire, bah alors tu dis oui, effectivement, on n'a pas vraiment gagné, etc., qui est l'histoire d'Emmanuel Macron, qui est la façon dont Emmanuel Macron essaye de raconter l'histoire. Donc c'est aussi important de tenir là-dessus, et moi, c'est ce que je comprends en fait dans la stratégie qui est celle d'Olivier Faure, de Fabien Roussel, de Manuel Bompard et de Marine Tondelier. Oui, bien sûr, tu as raison que c'est une manière de continuer de jouer le rapport de force et de prolonger la victoire. Le problème, si tu veux, c'est que, bon, je suis d'accord avec ça, je pense que l'initiative du 7 septembre est la bonne, la bonne, je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être d'autres choses, et peut-être, comme on l'a dit, peut-être qu'il eût fallu essayer de trouver une forme qui permette de retrouver le nouveau Front populaire dans sa globalité, c'est-à-dire pas simplement les partis des 4 partis. Bon, en tout cas, celle-là, d'accord, on est d'accord, c'est un enjeu d'écriture de l'histoire. La question que je me pose, c'est, si tu veux, c'est quel est l'état d'esprit dans le pays? C'est-à-dire que c'est sûr que de dire qu'on est premier, c'est la vérité. De dire que les Français ont envoyé un message de demande de changement, c'est incontournable. Que Emmanuel Macron et son camp ont perdu, c'est indubitable, aux européennes et aux législatives. Mais je crois qu'il faut faire des propositions qui soient en dynamique, c'est-à-dire qui nous permettent de prendre, d'une certaine manière, comme au jeu, de prendre notre gain, mais de continuer d'avancer. Et je suis perplexe et je demande qu'on réfléchisse à ce qui s'est passé pendant les 2 ans. L'affirmation d'une position qui tient sur le terrain de la gauche, c'est bien. C'est nécessaire, il faut qu'elle soit certainement plus argumentée et plus large dans ces thématiques, on pourra en parler peut-être après ou une autre fois, mais le fait qu'on ne bloque pas le pays, qu'on apparaisse comme des gens qui portent une solution, qui apportent des solutions, ça me paraît avoir été la martingale qui a permis aussi au Rassemblement national et qu'elle est de nouveau en train de jouer la Miss Le Pen et son groupe renforcé de députés RN. Parce que quand même, on a toujours cette question au bout du bout, c'est que cette alternative, alors il y a 2 tiers des Français qui ont dit absolument pas du Rassemblement national au pouvoir, ça ne nous donne pas une sécurité pour la vie. C'est-à-dire que c'est sûr que, encore une fois, c'est quand je dis qu'il faut prendre le gain, c'est un gain, celui-là. Mais cette question il faut qu'on apporte des réponses aux attentes et à une situation, c'est marrant parce que c'est par rapport à notre engueulade du mois de juin, on est presque renversé. C'est-à-dire que là, moi, je suis en train de dire que je pense qu'il faut faire attention de ne pas, par exemple, et ça fait d'ailleurs partie de la stratégie de Macron, si c'est quelqu'un issu de la gauche, Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, ou Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, ce n'est pas Lucie Castet. Et s'il les choisit, c'est précisément parce qu'il espère bien qu'il ne fera pas la même politique que Lucie Castet, qu'aurait mis en œuvre Lucie Castet. Et en particulier, il n'a pas l'aval, il n'a pas l'assentiment de la France insoumise, qui reste le premier groupe à lui tout seul, quasiment la moitié des élus du nouveau Front populaire. Donc c'est pour ça que je lui souhaite bien du plaisir, parce que quand tu n'as pas la force principale et la plus dynamique de la gauche dans ton soutien, je crois ça compliqué. En même temps, se dire qu'on le sanctionnera a priori avant de savoir quelle politique il mettra en œuvre, je ne suis pas absolument certaine que ça soit judicieux,
parce que il faut le juger sur pièce, il faut juger sa politique, et notamment à l'épreuve difficile de la constitution du budget. Parce qu'on peut tout à fait le faire tomber et faire tout. S'il va à gauche, si tu veux, tout le monde le fait tomber. La droite, le Rassemblement national le fait tomber. Et nous aussi, on participe à le faire tomber. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a quand même une difficulté aux yeux des Français, aux yeux de tous, de quelles leçons tout le monde va tirer de cette séquence et de notre compréhension de la situation politique française. Je parle de nous, le nouveau Front populaire. Mais en vérité, l'écueil là que tu mets en avant, en fait, ça dit, à mon avis, une conception aujourd'hui de la politique qui a un peu évolué par rapport à ce que c'était auparavant, qui est genre la lecture en bloc. Et c'est-à-dire que moi, j'ai écouté, par exemple, Lamia El Arraj, qui est la première secrétaire du Parti socialiste à Paris, Hélène Geoffroy. Proche d'Hidalgo, oui. Voilà, proche d'Hidalgo, Hélène Geoffroy ou Nicolas Meyer-Rossignol, qui sont tous du Parti socialiste et qui sont plutôt dans la frange qui ne supporte pas la France insoumise et qui... je sais pas, en gros, qui sont considérés par une partie des commentateurs politiques comme étant ceux qui pourraient aller vers Macron dans le cadre d'un gouvernement Cazeneuve ou je sais pas quoi. Bon, je les ai écoutés et en vérité, la première chose qu'ils disent, c'est nous devons rompre avec le macronisme. Nous sommes pour l'abrogation de la réforme des retraites, etc. Et là, tu es là, genre, bonne chance pour Emmanuel Macron d'aller ramener Lamia El Arraj si elle tient ce discours-là. Je ne dis pas que ça fait pas pour autant d'elle, elle n'est pas pour autant raccord avec la France insoumise, hein, qu'elle ne supporte pas non plus. À chaque fois qu'il parle, j'étais sur un plateau avec elle, elle levait les yeux au ciel, etc. Mais genre, je ne vois pas comment il pourrait y avoir un accord à cet endroit-là. Et un accord entre qui et qui? Un accord entre une partie des macronistes et une partie des socialistes, qui... Quand bien même ils ne seraient pas d'accord avec une partie du nouveau Front populaire qui serait représenté par la France on est perdu insoumise. Là. Putain, on est reparti dans le... mais non, mais parce que c'est pas de la tomberie. Parce qu'en fait, je vais atterrir sur mes pieds. C'est que on a aujourd'hui une conception. On a trois blocs. Moi, je n'aime pas les appeler des blocs, mais enfin, on a trois familles politiques qui n'arrivent plus, qui ne veulent plus s'entendre, qui ne veulent plus trouver en fait de choses en commun. Ça ne les intéresse plus. Or, ce que genre, certains des analystes ou des commentateurs mettent en avant, c'est le compromis. Or, quel compromis en fait tu vas trouver entre des macronistes qui tiennent à leur réforme des retraites et le nouveau Front populaire qui veulent abroger la réforme des retraites. Il n'y a pas de compromis possible. On peut rien trouver en fait. Il n'y a pas de choses en commun à ce niveau-là. Et moi, je ne suis pas d'accord. Ils vont essayer de trouver des trucs, par exemple, sur la pénibilité. Non, mais d'accord. Mais non. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Là tu es en train de dire, hop, on va trouver quelque chose d'autre et puis on va parler de... Non, je suis en train de... Parlons de l'énergie plutôt que parlons de la réforme des retraites. Juste, le problème, en fait, c'est de vouloir placer aujourd'hui... Je pense que c'est un problème, de vouloir passer tous ces groupes politiques sur une ligne où il y aurait l'extrême gauche, et puis après la gauche radicale, et puis après la gauche, et puis après les sociodémocrates réformistes, et puis après le centre gauche, et puis après le centre droit, et machin, et les macronistes, et puis la droite, et puis après l'extrême droite. Je trouve ça complètement con. Parce que ça, c'est sur la base en fait de cette droite, où on placerait les différents partis politiques, qu'on dit, oh, bah, il n'y a qu'à trouver il y a un centre. Il n'y a pas de centre. Moi, je suis désolé, il y a des gens qui ont des projets. Et le projet néolibéral d'Emmanuel Macron est un projet. On peut lui donner d'autres noms, d'autres adjectifs, mais peu importe. Emmanuel Macron a son projet, sa famille politique a son projet. La Marine Le Pen, elle a son projet. Et la gauche, elle a son projet. Et il n'y a pas d'entre-deux. On n'est pas sur une droite et puis on trouve le point au milieu. C'est pas, toi tu veux, moi je suis libéral, je suis contre l'idée d'un revenu minimum. Toi tu es pour le SMIC à 1 600 €. Oh bah tiens, mettons un truc à 800 €. Non, ça n'a aucun sens. Tu vois, on peut pas réfléchir comme ça. Et je pense qu'on ne peut plus réfléchir comme ça. Peut-être qu'à un moment, les gens réfléchissaient en disant où est-ce que tu te situes par rapport à la gauche. Moi, par exemple, je suis incapable de dire qui est plus à gauche entre la France insoumise, les Verts et le Parti communiste. Honnêtement.
Tu vois, genre, je déteste en fait que les insoumis se croient plus à gauche en fait que le Parti communiste. Genre, ça m'énerve profondément en fait. Et ça, c'est assez souvent en fait qu'on entend ça. Ils sont devenus à l'extrême gauche alors que le Parti communiste s'est droitisé. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens en fait de tenir ce genre de discours. Les projets sont un peu différents. Ça, je l'admets. Et genre, les insoumis qui viennent de la famille socialiste, qui sont détachés de la famille socialiste, voilà, je veux dire, ils ont des histoires différentes. Et donc, cette histoire de compromis, en fait, d'idée selon laquelle on ne trouverait de majorité à l'Assemblée nationale que sur la base de compromis, je pense, n'est pas adaptée, en fait, à la situation que l'on vit aujourd'hui, à la situation politique et à la réalité des dynamiques qui aujourd'hui traversent notre société. Et ce qui ne veut pas dire que j'ai une solution. Parce que, genre, comme chacun, tu sais, il y a une partie de la gauche qui parle du parti macroniste comme étant l'extrême centre. Ils disent l'extrême centre. Pourquoi est-ce qu'ils disent l'extrême centre? Ils utilisent le qualificatif d'extrême pour les sortir de la République, en fait, de gens avec qui on pourrait parler. Donc si tu as la gauche, l'extrême centre et l'extrême droite, bon bah, tu peux parler qu'avec toi-même. Or, on est 192. Tu vois, genre, donc on n'est pas assez pour faire une majorité. Et tout est comme ça. Donc, j'ai pas de solution. Alors, du coup, j'ai rien compris. Non, mais du coup, il y a 3 blocs avec 3 logiques qui sont incompatibles. Ouais. Voilà, et il faut quand même se parler entre eux. Ben, en fait, j'arrive pas à comprendre au fond ce que tu veux dire. Eh bien, je n'ai pas de solution, je te parle d'un état de fait. Je constate en fait les impasses en fait, qui sont aujourd'hui celles des acteurs et des actrices politiques, notamment dans l'Assemblée nationale, et je ne vois pas comment on s'en sort. Si ce n'est à faire des nouvelles élections et qu'il y ait une dynamique qui soit plus forte qu'une autre et que, enfin, ça soit un peu clair à l'Assemblée nationale. Et pour ça, il faut un peu plus de 3 semaines. Ben, moi, j'ai l'impression qu'on est dans des logiques qui sont, en effet, assez fortement structurées au centre ou droite et à l'extrême droite, avec, pour l'extrême droite, des logiques d'ordre et de continuation d'un ordre naturel dans tous les domaines. Du côté de la Macronie et de la droite, une politique à la fois de retour à l'ordre classique, alors je ne parle pas de métaphysique là, mais la police, machin, bidule, mais fondamentalement une politique pro-business. Je pense que du côté de la gauche, il n'y a pas d'accord entre tout le monde, mais par contre il y a l'idée que cette politique pro-business, qui a été quand même initié par François Hollande à partir de 2014, quand notamment il nomme le camarade Macron à Bercy. C'est-à-dire que c'est quand même, il y a un changement qui se fait avec Manuel Valls et Emmanuel Macron. C'est pour ça que je pense que les deux se combinent, ce rapport à un ordre et à une politique pro-business. Je pense que la gauche a compris que ça la met dans une impasse politique, confère le résultat de Anne Hidalgo à l'élection présidentielle dernière, et ça provoque un déchirement du pays, c'est-à-dire avec un effondrement des services publics, du rôle de l'État, une souffrance au travail, une difficulté quotidienne pour les gens à vivre, un renforcement des inégalités insupportable. Là, le rapport de l'UNICEF qui est sorti il y a 2 jours, qui nous dit l'augmentation vertigineuse des enfants qui dorment à la rue est absolument... Enfin, ça nous révèle une situation inacceptable et monstrueuse. Donc la gauche, je pense qu'elle se dit qu'il faut trouver autre chose. Je ne crois pas qu'elle est complètement la clé de ça. Mais au moins, elle en a la volonté. C'est-à-dire que je pense que ce qui l'unifie, c'est de se dire qu'on ne peut pas... Alors ce qui l'unifie plus ou moins... la radicalité de cette rupture avec ce modèle pro-business néolibéral, etc., je pense que c'est à peu près le ferment de la gauche. Mmh. Comment on le fait? Je pense que c'est pas tout à fait homogène. Et je crois que c'est pas tout à fait homogène parce qu'en fait, moi je crois qu'on ne sait pas vraiment, complètement, pas totalement. Mais c'est la rupture en fait qui nous unit. C'est le fait qu'il faut faire autrement. C'est pas
la rupture en tant que telle seulement. C'est le fait que cette façon d'avoir imaginé qu'il y allait avoir de la redistribution à travers une soi-disant création de richesse par une politique en faveur des entreprises et de la compétitivité, je sais pas quoi, que tout ça, en fait, a provoqué moins de bonheur, plus de déchirement social et une crise démocratique exceptionnelle. Donc je crois que la gauche commence à avoir conscience de ça. Ce que je crois, moi, profondément, c'est qu'il faut continuer d'inventer. Ce que j'ai aimé dans cette cérémonie, quand même, qui m'a beaucoup frappé, la cérémonie de Joly, qui était quand même pas du tout, évidemment, écrite après les résultats, mais ce qu'elle raconte et qui a enthousiasmé tout le monde, justement, peut-être, c'est une certaine audace. C'est-à-dire que le mec, il ose et il invente. Et je crois que ce que l'on a envie, et ce que tu racontes à propos des congés payés en 1936, c'est qu'à l'époque, c'était inimaginable. Aucun pays au monde ne l'avait fait. Et on pensait que ça allait tout écrouler. Et en fait, ça a été fait et ça a généré, au contraire, davantage de bonheur. Et ça a mis, je pense, notre pays sur de bons rails, à ce moment-là, qui ont vite été perturbés par la suite de l'histoire. Mais cette idée que la France, c'est un endroit où on invente une autre manière de faire. Mais donc, si on invente, je pense qu'il faut se mettre dans une situation davantage de doute et d'écoute. Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre le cap de la politique pro-business. Ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas en France. Parce que notre pays ne peut pas accepter ça. Ne peut pas accepter que des gens travaillent et ne puissent pas vivre de leur travail, ne peut pas accepter que le travail perde son sens, ne peut pas accepter que les services publics ne construisent pas une certaine égalité entre tous. Voilà, on ne peut pas accepter ça. Donc, on ne peut pas continuer dans cette politique pro-business. Mais comment on fait dans les conditions du monde d'aujourd'hui pour inventer autrement? Je pense que voilà, c'est ça que moi j'aimerais et que j'aimerais qu'on ait comme profonde attitude et que cette invention, elle ne viendra pas, évidemment, seulement des partis politiques. Des partis politiques dont quand même tout le monde a conscience, à des degrés divers, qu'ils sont très très fragilisés. Certes, la France insoumise va un peu mieux que les autres. C'est pas un parti. C'est un mouvement. La France insoumise va un peu mieux que les autres par son nombre de militants, son raccord avec des mouvements dynamiques dans la société et peut-être aussi d'autres éléments qu'elle a mis en œuvre et qui sont importants. La création de l'Institut de la Boétie comme un lieu, pour l'instant, ils n'ont pas sorti encore des choses tout à fait décisives, mais en tout cas, se mettre dans une situation de recherche et d'articulation avec le monde intellectuel, ça me paraît intéressant. Mais en tout état de cause, les partis n'ont pas en leur sein, entre eux, dans les réunions de la salle à manger de je ne sais qui, la clé à cette invention nécessaire. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut tenir, parce que justement c'est ça qui va nous faire inventer les solutions. Je pense que ce sera le mot de la fin, et surtout ça nous fait du taf pour toute l'année à venir. Oui, puis c'est ça qui peut, vraiment je pense que c'est ça qui peut enclencher d'abord nous motiver, tous là, pas regard, hein, mais tous, et puis recréer de l'espoir. Et je crois que c'est ça aussi que ça a raconté les JO. C'est que on a envie de redevenir un pays d'allant, de création et d'allant. Et c'est ça qui va casser la mère Le Pen ou Trump aux États-Unis. Toi, tu es devenu dingo de Kamala Harris, mais arrête, dis pas ça, les gens vont croire que je suis de droite. Mais je veux dire, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que d'un seul coup, Biden qui apparaissait... Je suis pas d'accord avec elle sur le fond, sur tout ce qu'elle raconte. Mais par contre, c'est vrai qu'elle porte en elle une espèce de joie et de puissance, genre qui écrase Trump en face. Bien sûr. Et puis, c'est quand même pas du tout rien, son histoire personnelle, la femme qu'elle est, tout ça. Enfin, donc, je veux dire, cet renversement qui vient de s'opérer avec la posture prise par Kamala Harris, qui est d'avancer, d'être allante, moi je crois qu'il faut que nous soyons allants, mais allants en étant dans notre monde. Et personne ne croit que
nous avons que les 4 partis qui se sont mis d'accord en 1 semaine, en 5 jours, en 4 jours, ont toutes les réponses. Non, il faut inventer plus que ça. Et c'est ça qui va... et c'est ça qui va d'une certaine manière contrecarrer l'attitude, comment dire, de Marine Le Pen, qui est à la fois morbide et en même temps qui est je suis une femme raisonnable. Il faut être un tout petit peu déraisonnable, comme l'a été Joly dans sa proposition pour la cérémonie d'ouverture. Il faut être un peu, il faut même parfois être vraiment déraisonnable, mais pas buté, mais pas, tu vois, il faut être déraisonnable et ouvert à nous tous qui avons fait ce résultat du 7 juillet. Sur ce, à plus tard. À plus tard. Parce qu'on va peut-être vous faire un débrief le jour où on aura le nom du Premier ministre ou de la Première ministre, parce qu'on adore ça. Ciao. Débriefer là-dessus. Ciao, ciao.